Bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ce qui se passe, comment on colmate les fuites informatiques quand on est en cours de passation et qu'on veut essayer de sauver sa procédure. Eh bien, il y a eu plusieurs décisions du juge à ce propos, dont une tout à fait récente, Théâtre Paris, Conseil d'État, sur le CEDIF. Regardons ça ensemble. Alors, le syndicat des eaux d'Île-de-France, le CEDIF, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un contrat de concession portant sur le renouvellement de la DSP de l'eau potable à compter du 1er janvier 2025. Au cours de cette procédure, en phase de négociation, avec des réunions, des échanges, la société Veolia était destinataire de documents confidentiels relatifs aux négociations avec la concurrente, Suez Eau France, et y compris le projet d'offre de cette dernière. C'est l'espion malgré lui, quoi. Ce sont des choses qui arrivent, Voilà, mais alors quand ça arrive, on n'est pas bien. Divulgation de nature, évidemment, à forcer la concurrence. Il s'agissait d'une difficulté informatique due, semble-t-il, à un prestataire, révélé à notre connaissance en premier par le magazine Marianne. Alors, le CEDIF, pour remédier à cette situation, dit, bon, bah, allez, hop, vous deviez me rendre vos offres finales. Finalement, c'est tout fini, et on va dire que vos offres intermédiaires, non finalisées, provisoires, eh ben on dit que c'est des offres finales. En effet, à cette date, aucune information confidentielle n'avait été portée à la connaissance de la société Veolia et les deux entreprises concurrentes étaient placées dans une situation d'égalité. Donc dans une situation d'égalité, mais toutes les deux, on avait gardé un petit peu évidemment sous le coude pour l'offre finale, la négociation finale. Mais effectivement, ces offres provisoires, intermédiaires, étaient elles faites en l'état des informations, en parfaite égalité. Et voici à l'écran ce que nous ont dit l'ordonnance du juge des référés du TA de Paris. L'agacement de la société requérante, à savoir Suez, n'a pas manqué, suppose-t-on, d'être aggravé par les délais mis par Veolia de signaler cette situation. Bah oui, c'est vrai que quelques jours pour analyser ça, c'était pas un délai déraisonnable. Sauf que, évidemment, il y a l'article du L3123.8 du Code de la commande publique qui fait qu'on peut se demander si le délai mis n'a pas influé indûment sur le processus décisionnel de l'autorité concédante ou permis d'obtenir des informations confidentielles. Car Veolia n'y était pour rien quand même dans cette situation. Voilà, on va citer là l'ordonnance du TA de Paris. Mais ce n'est pas parce que Veolia n'y était pour rien que l'erreur, imputable, semble-t-il, à des prestataires du CEDIF, n'a pas vicié la mise en concurrence et l'égalité d'échange de l'établissement des offres, bien sûr, entre les candidats. Et puis, est-ce que on pouvait s'arrêter là sur les phases provisoires? D'autant que la société requérante, donc Suez, pouvait dire, attendez, vous avez violé l'article 10 du règlement de consultation, qui disait bien que lorsqu'un opérateur économique est au cours de la procédure de consultation placé dans une des situations prévues par l'article qu'on vient de citer, il en informe sans délai le CEDIF, or là il a mis quelques jours, et le CEDIF prend alors décision d'exclusion de la procédure, ce qui pour le coup donnait un certain crédit à l'attaque de Suez. Mais les juges n'ont pas estimé que cela viciait les procédures du CEDIF. Ce qui n'est pas très surprenant dans le principe. Il y a quand même l'article du RC qu'on vient d'évoquer, mais bon, dans le principe, si un vice de procédure se fait indépendamment de la responsabilité de l'acheteur public et qu'il fait ce qu'il peut pour équilibrer au jour où il apprend qu'il y a un problème, dans ce cas-là, la procédure n'en est pas viciée. On peut citer par exemple une jurisprudence pour laquelle on avait fait une vidéo déjà sur le blog du cabinet qui parle du non-atteinte du principe d'impartialité quand un chef de projet au sein d'une AMO rejoint préalablement à la remise des offres la société désignée attributaire du marché correspondant. Voilà, une histoire de conflit d'intérêt. Voilà, ce qui est évidemment pas bien, mais c'est pas la faute de la personne publique. Au lendemain de cette fuite de l'AMO quand même, la personne a fait tout ce qu'elle pouvait pour remettre les compteurs à zéro. Si elle a à peu près réussi à rétablir l'égalité de traitement et d'information entre candidats, alors c'est bon, elle a sauvé sa procédure. Même si ce qui est arrivé n'est pas bien. Voilà quelques autres sources aussi qui apparaissent à l'écran. On retrouve une parenté de raisonnement avec le fait que pour respecter l'égalité de traitement, on doit donner un délai suffisant aux candidats à l'attribution d'une concession pour adapter leur offre à la suite d'une modification du document de la consultation. Voilà, donc il y a une difficulté ou une modification, on doit faire tout ce qu'on peut pour rétablir l'équilibre, y compris avec des délais, ou là, en faisant l'inverse, en interrompant la procédure. C'est des jurisprudences disparates, mais on voit bien qu'on a la même logique. Le juge va accepter qu'on corrige le tir quand les choses dérapent
sous réserve que ça soit justement pour respecter, revenir à l'égalité de traitement et à l'impartialité, qui sont deux choses différentes, même si ce sont des notions qui ont leur lien entre elles, qui ont une certaine connexité. Mais est-ce pour autant qu'on pouvait changer l'eau de l'offre intermédiaire en vin de l'offre finale? Tentons de voir cela ensemble. Bah oui, parce que on a un pouvoir adjudicateur ou concédant, délégant, qui tente de remettre les compteurs à zéro. Bon, ça c'est accepté, c'est soit. Mais est-ce qu'on n'en rompt pas avec les exigences de la concurrence? Est-ce que l'acheteur ne rompt pas avec les exigences de la concurrence par lui mise en place quand il va changer les règles du jeu du remise des offres? Voilà, parce qu'en voulant remettre les compteurs à zéro, il n'en demeure pas moins qu'il a violé son propre RC, ouais. Et que les gens se retrouvent avec des offres qu'ils pensaient être provisoires ou intermédiaires, qui se retrouvent définitives, ce qui change quand même leur stratégie de négociation. Et que lui, il se trouve peut-être avec une offre moins bien que ce qu'il aurait pu espérer, hein, si la procédure allait jusqu'au bout. Car en l'espèce, on arrête la procédure et que l'on considère les offres faites avant ces transmissions informatives comme définitives et non provisoires. Donc vous voyez bien le problème. Revenir au stade où une procédure a été viciée, au besoin pour l'interrompre ou la reprendre, n'est pas impossible quand un vice peut être évité, bien sûr. Mais là, est-ce qu'on pouvait dire que tant le CEDIF et le juge référé, que revenir en arrière, juger les offres sur la base d'offres intermédiaires était bon? Quand on remet une offre intermédiaire, on en garde un peu normalement pour finaliser l'offre finale. On ne donne pas, peut-être pas tout de suite, notre meilleure offre, celle qu'on voudrait donner à la fin, à la suite d'encore un tour de négo, etc. Peut-être que Veolia avait été jusqu'au bout de ses concessions et pas Suez, ou l'inverse, on ne sait pas. Donc rendre définitive, est-ce que c'est pas fausser la concurrence, rendre définitive une offre provisoire? Précisons que j'ai connu par exemple des DCE indiquant à l'avance le nombre exact des rounds de négociation qui sera organisé, avec à chaque fois des auditions et des offres intermédiaires. Pareille rigidité étant d'ailleurs souvent une mauvaise idée. Nous, on ne le conseille pas à nos clients en tout cas, mais en l'espèce, ce n'était pas ainsi prévu dans le RC. Et les entreprises candidates attendent dernière round de négociation, donc est-ce qu'on pouvait le supprimer? Bon, le juge des référés du Théâtre de Paris commence par rappeler les principes en ce domaine, très bien. C'est très classique, il y a un arrêt du Conseil d'État, très bien. Sauf que justement, ainsi qu'elle avait déjà jugé le Conseil d'État, quand on semble très proche des offres finales, c'est que tout de même s'apprécie un peu à la réglette, on a envie de dire, et que prendre les offres intermédiaires pour des offres finales ne change pas grand-chose au regard de l'intérêt qu'il y a à sauver la procédure de la censure. Procédure longue, on le rappelle, dans le cadre d'une DSP. Donc, en clair, le juge administratif s'est dit, bon, oui, ok, c'est pas terrible, mais l'intérêt général de sauver la procédure est plus grand au regard de ces, entre guillemets, petits vices, dans le cadre d'une procédure qui, elle, est bonne dans son principe, qui est, on revient au stade avant le vice. L'affaire ressemble étrangement, en effet, à une histoire lilloise, celle justement où nous venons de citer, voilà, c'est Conseil d'État, 8 novembre 2017. La métropole européenne de Lille, en l'espèce, avait lancé une procédure de DSP transport, avait transmis par erreur, alors à l'époque c'était pas la fuite informatique, c'était une clé USB, mais c'est pareil, des informations sur l'offre concurrente. Donc la même chose, la même histoire. Oui, ça arrive. Puis elle avait modifié le déroulement de la procédure de négociation, exactement comme l'a fait quelques années après le CEDIF, dans l'affaire que nous sommes en train de commenter. Mais toi, je crois d'ailleurs que sur une DSP, c'est piscine, je crois, sans ta critique, tu as eu la même chose, il y a une erreur informatique aussi. C'est arrivé. Et tu as utilisé la même solution. Exactement la même solution. Bon. Et donc, le Conseil d'État a validé cette solution en 2017. Voici ce qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas à mettre sur pause au besoin, parce que c'est vraiment la décision de référence en ce domaine. C'est évidemment cet exemple lillois qui a inspiré les CEDIF, qui a conduit les juges des référés de Paris, quand celui-ci pose que, toutefois, il appartient à l'autorité délégante de veiller en toute hypothèse au respect du principe de la commande publique, en particulier à l'égalité entre les candidats et à la transparence des procédures. Et donc, en l'espèce, là aussi, voici ce qui a été jugé par le juge des référés du Théâtre de Paris. On vous met ça à l'écran. Et en rappelant que, attention, ça s'applique au cas par cas, qu'en l'occurrence, ce n'est pas un point de principe, mais bien apprécié à la hauteur des circonstances de l'espèce. Voici maintenant le considérant 10 qui s'affiche à l'écran et qui nous dit ça. Pour les sociétés donc requérantes et défenderesses, le sujet n'est pas non plus léger. On parle tout de même d'un chiffre d'affaires sur 12 ans qui devrait tutoyer les 4,3 milliards d'euros. Ça donne le vertige. De quoi donner un peu de piment financier à cette affaire juridique sur fond de très chères bourdes informatiques. Ah oui, ça, les futurs contentieux
en responsabilité pour le prestataire. Ça va être amusant. Alors, le Conseil d'État, après, a été saisi. Évidemment, le Conseil d'État a confirmé, à quelques micro-détails près, la position du juge des référés du Théâtre Paris, qui était déjà dans la droite ligne de sa position de 2017. Et on a donc là une solution qui semble à peu près forgée, même si ça reste apprécié au cas par cas. Oui. Bon, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voici la décision du Conseil qui s'affiche. Et puis voilà, à bientôt. Merci pour d'autres vidéos qui viennent de l'associé. Au revoir. Au revoir.